Avoir raison avec George Orwell. Qui commande le passé, commande l'avenir. Qui commande le présent, commande le passé. Aujourd'hui, la décence ordinaire. He imagined the world held in a grip of fear. A world of absolute conformity. C'est un paradoxe rarement souligné. Bien rares sont les intellectuels de gauche à avoir glorifié les vertus ordinaires, en les attribuant au mode de vie des gens simples. George Orwell, lui, croyait à l'existence d'un sens moral inné chez les gens ordinaires. En 1939, à la veille de l'entrée de son pays à reculons dans la guerre la plus effroyable de l'histoire européenne, il écrit « Tout le message de Dickens tient dans une constatation d'une colossale banalité. Si les gens se comportaient comme il faut, le monde serait ce qu'il doit être. » Et quelques dizaines de pages plus loin, dans le même texte, on lit « En dernier ressort, Charles Dickens n'admire rien si ce n'est la common decency, l'honnêteté des mœurs. » Cette décence commune, cette décence ordinaire est la pierre angulaire sur laquelle Orwell a bâti sa propre vision de la politique. Un populisme moralisateur pour petits bourgeois, dirent ses adversaires. Orwell, qui se proclamait socialiste, différait radicalement du léninisme alors triomphant. Il ne croyait pas que les masses étaient aliénées par l'idéologie des classes dirigeantes. Il n'adhérait nullement à l'idée qu'il fallait conscientiser les opprimés afin qu'ils entrent en lutte. Il misait au contraire sur les croyances spontanées et les manières de vivre des gens simples. Il les opposait à la fois aux élites dirigeantes traditionnelles, égoïstes et incapables, mais aussi aux intellectuels donneurs de leçons. De ces derniers, il écrit dans Le Lion et la Licorne, « Ce sont des gens qui vivent dans le monde des idées et ont très peu de contact avec la réalité matérielle. » Il pensait que la méfiance spontanée des gens simples envers l'autorité ferait barrage à la montée des régimes autoritaires et totalitaires dont il était l'un des témoins les plus lucides de son temps. Alors Bruce Bégou, vous êtes écrivain et philosophe, vous enseignez à l'université de Bordeaux-Montagne, on vous doit plusieurs romans et des ouvrages de philosophie placés sous le signe de la phénoménologie. Et vous avez notamment consacré un essai qui s'appelle donc « De la décence ordinaire » à cet aspect très important en effet du message d'Orwell. Alors, le grand philosophe américain Michael Walzer, dans lequel il est permis de voir, vous me l'accorderez, l'un des héritiers d'Orwell, reconnaît lui-même qu'on ne saurait bâtir un programme politique sur cette fameuse décence commune. Que les gens du peuple se méfient de ceux du pouvoir en général est une chose, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit certainement pas à renverser un pouvoir tyrannique. La décence ordinaire peut fonder seulement une attitude défensive. Personnellement, je me suis souvent demandé si cet éloge de la décence commune, qui apparaît assez souvent sous la plume d'Orwell lorsqu'il est question de l'Angleterre, n'était pas en réalité un plaidoyer pro-domo pour le peuple anglais, réputé sain face à ses adversaires de l'époque, les Allemands, les Russes, bref, une forme de patriotisme déguisé, un éloge de la petite bourgeoisie britannique. Qu'en pensez-vous ? Ce serait sans doute valable en 1940, mais Orwell utilise, disons, cette idée de décence commune bien avant, et notamment lorsqu'il arrive à Barcelone en 1936, et il la reconnaît parmi les partisans du POUM, hein, le parti, disons, trotskiste dans lequel il va combattre, et même je dirais avant, à la fin des années 20, au début des années 30, lorsqu'il commence à s'intéresser même pas aux gens ordinaires, presque aux sous-classes, hein, les trimardeurs, les vagabonds, les clochards, etc. Il repère déjà, comme ça, une forme embryonnaire de décence commune. Donc on pourrait dire que d'une certaine manière, au départ, la décence commune, il attribue à très peu de gens, puis au prolétariat, en 35-36, puis effectivement au peuple en 41, une sorte comme ça de d'élargissement de ce concept. Alors pour le peuple anglais, est-ce que c'est seulement la petite bourgeoisie, etc. Il renvoie souvent au fond deux classes, la classe ouvrière et les employés. Et il considère que, au fond, les deux ont des intérêts communs, même si, de facto, elles s'opposent souvent, puisqu'il constate que les employés ont souvent tendance, au fond, à voter pour des politiques qui leur sont plutôt contraires et à se désolidariser de la classe ouvrière. Et toute sa stratégie
politique, c'est de réconcilier au fond alors la petite bourgeoisie d'employés, etc., avec la classe ouvrière. Et alors, effectivement, oui, il attribue cette common decency, disons, au peuple anglais, et les textes que vous venez de citer de Dickens vont totalement dans cette direction-là, retrouver dans la tradition anglaise, disons, l'expression de cette common decency. Oui. Bah vous en voulez un tout de suite, je vous le livre. Ici apparaît un nouveau trait important de la mentalité anglaise, le respect de la Constitution et de la légalité, la croyance en une loi au-dessus de l'État et au-dessus des individus. Une loi, certes stupide et cruelle, mais incorruptible. Jamais n'a pu s'enraciner ici l'idée totalitaire selon laquelle la loi n'est rien, seule compte la force. C'est quand même un éloge du constitutionnalisme anglais, du respect de la loi contre les régimes totalitaires qui ne respectent que la force. Mais d'abord, qui sont Bruce Begous, ces gens ordinaires qui seraient curieusement immunisés contre la tentation de l'autoritarisme et celle, vous l'écrivez, de la cruauté? À des oreilles françaises, franchement, ça m'évoque, moi, la résistance des petits contre les gros, bref, le programme radical de Alain dans les années 20. Honnêtement, la suite de l'histoire en Europe, ce sont plutôt les partis de masse totalitaires, le goût de l'embrigadement, les masses révoltées décrites par Ortega y Gasset. Est-ce qu'Orwell n'a pas eu tort de miser à ce point sur cette espèce de front de classe entre les classes populaires, c'est-à-dire lumpenprolétariat, prolétariat et petite bourgeoisie? Alors, il n'est pas naïf, et il voit bien, par exemple, qu'en Italie, que dans l'Espagne fasciste et en Allemagne, les classes populaires se sont ralliées. Alors je dirais pas spontanément, parce que l'histoire est complexe, mais en tout cas, ont soutenu, et à l'époque où il vivait, des régimes totalitaires, et bien évidemment, il ne nie pas la possibilité que les classes populaires oublient, ou par intérêt à court terme, ou par des politiques de bouc émissaire, se rallient à des systèmes totalitaires. Mais il faut voir que chez lui, très souvent, cette décence commune, comme vous l'avez d'ailleurs suggéré dans votre introduction, s'exprime de manière négative. C'est-à-dire, elle est toujours là pour rappeler ce qui ne se fait pas. Elle indique très rarement ce qui doit se faire. Dans mon livre, je la comparais un peu au démon de Socrate, qui, dans les dialogues de Platon, intervient à plusieurs reprises et indique à Socrate les limites à ne pas franchir, le prévient, mais toujours de ce qu'il ne doit pas faire, jamais de ce qu'il doit faire. C'est pas un oracle, c'est une sorte de conscience morale, en fait, qui dit au fond les limites à ne pas franchir. Minima moralia. Oui, et chez Orwell, il y a un peu de ça. Je crois que la deuxième raison, c'est que cette décence ordinaire n'est pas simplement innée, elle tient à des conditions sociales, et comme les conditions sociales sont dégradées, métamorphosées par l'ère de la technique, du capitalisme triomphant et du totalitarisme, de fait, les gens ne peuvent plus cultiver cette décence ordinaire dans ce monde-là. Donc il y a un double constat. C'est nostalgique, ça. Alors oui, d'une société prémoderne. Certains textes vont dans ce sens, notamment les textes sur Dickens. Il y a presque une nostalgie, un peu à la D.H. Lawrence, d'un monde pré-industriel où il y avait comme ça une forme de décence commune, de communauté, d'entraide entre les gens. Bon, ce que un sociologue allemand, Tönnies, appelait, disons, la communauté par rapport à la société, à la Gemeinschaft par rapport à la Gesellschaft, etc. Donc il y a un peu de cette tonalité-là, mais Orwell ne cède jamais à la nostalgie réactionnaire, parce que selon lui, quand même, ces ferments sont toujours là, et on peut les réactiver si on ne les instrumentalise pas, en fait. Alors Bruce Begous, vous montrez dans votre livre que la décence ordinaire est simplement l'expression du mode de vie des gens simples. C'est parce qu'ils sont précisément au contact des réalités quotidiennes de ce qu'on pourrait appeler la vraie vie que les gens du peuple ont développé ces vertus en question, vous nous énumériez tout à l'heure. Mais pour beaucoup d'autres auteurs de gauche, alors sans remonter jusqu'à Zola, d'ailleurs Dickens lui-même, ils ont tiré des conclusions tout à fait contraires de ces conditions de vie. Que par exemple la pauvreté dégrade, qu'elle rend immorale. Pourquoi Orwell aurait-il raison de miser précisément sur les qualités spontanées de gens simples qui leur viennent de leur mode de vie, parce qu'ils sont au contact de réalités quotidiennes? Pourquoi il aurait-il raison et les autres torts? Alors, à dire vrai, il hésite.
Et mon texte peut avoir peut-être un effet, je dirais, pervers, c'est de croire que chez Orwell, les choses se présentent de manière aussi claire, théorique. C'est un écrivain qui devient un penseur, et tous ses textes, c'est un essayiste, et donc il essaie, par petites touches, de dégager une idée générale de ce qu'il appelle la common decency, mais de fait, on n'a pas une théorie systématique et consciente et raisonnée de ce qu'est la common decency chez lui. Me semble-t-il, il hésite entre deux options. L'option naturelle, au fond, comme dans la tradition du sentiment moral des moralistes anglais du XVIIIe siècle, il y aurait en nous des sentiments moraux naturels, hein, la pitié par exemple, comme chez Shaftesbury ou Hume, ou même chez Rousseau. Enfin, il n'y a pas que la loi morale en mon cœur aussi. Voilà, la conscience morale sentimentale, hein, comme ça, un sentiment. Donc, soit la décence ordinaire relèverait au fond de ce sentiment moral qu'il y a des choses qui ne se feront pas, comme vous l'avez indiqué. Soit la décence ordinaire, enfin soit, c'est pas d'ailleurs un ou bien, ça pourrait être les deux en même temps, elle relève de pratiques, d'une solidarité horizontale des gens ordinaires dans l'entraide. Et ça vient de leur vie quotidienne. Là, ça viendrait de leur vie, de leurs pratiques sociales. Alors les deux ne sont pas en opposition forcément, l'un peut cultiver l'autre, il peut y avoir des prédispositions naturelles, et puis ces prédispositions sont plus ou moins développées par l'activité sociale. Mais là où le mal s'introduit pour lui, c'est quand ces pratiques-là sont instrumentalisées toujours. Alors, on peut reprocher cette vision, mais toujours au fond par une instance autre, étrangère, qui est le parti, qui est le pouvoir, qui sont l'intelligentsia, etc. Et là, bien évidemment, il n'est pas naïf, et il voit bien que les gens ordinaires peuvent se laisser embrigader dans des formes de propagande, voire de fétichisation de cette décence. Sous des formes, alors là, de populisme poujadiste, etc. Enfin, c'est donc même si bien évidemment le poujadisme apparaît après les textes. Le fascisme, il a sous les yeux, par contre. Oui, bien sûr. Et il voit bien cette propagande-là. Donc c'est très. Mais il me semble que pour lui, toujours, c'est quand même lié à des pratiques, liées à des situations où, d'une certaine manière, les prolétaires font de nécessité vertu. C'est un matérialiste, alors, Orwell. Vous iriez jusque-là ? Matérialiste. Dans le sens marxiste, c'est-à-dire qu'il tire de sa pratique quotidienne, les gens tirent de leur pratique quotidienne les idéologies donc, qui vont développer par la suite. Je crois qu'il y a, non, je n'irai pas jusque-là, parce que sa connaissance de Marx est quand même assez lacunaire, il n'est pas etc. marxiste du tout, il faut le dire. Non, c'est une forme de il s'invente son propre socialisme en se confrontant, disons, à des socialistes marxistes anglais. Dieu sait si le marxisme anglais était important dans les années 30, enfin même jusqu'à de nos jours d'ailleurs, ou à l'Independent Labour Party, l'ILP, auquel il adhère, et donc il se forme un peu sur le tas. Mais il me semble que il peut y avoir un dévoiement de cette décence ordinaire, et il est toujours attentif à préserver les conditions qui, d'une certaine manière, protégerait l'expression de cette décence ordinaire. Et même la pauvreté, au fond, tout dépend le degré de pauvreté. J'ai indiqué au départ, même chez les vagabonds, les clochards, qui sont vraiment au bas de l'échelle sociale. Il n'a pas l'idée que forcément le lumpenprolétariat serait tout de suite, au fond, contre le prolétariat, même quand on regarde les textes qu'il consacre dans la cueillette du houblon, dans les asiles de nuit, etc. Quai de Wigan. Voilà. Ou ensuite, alors là, chez les dans la Dèche à Paris, à Londres. Voilà, chez les prolétaires, il ne nie pas les violences, il ne nie pas, mais il a toujours une forme d'espoir. Il passe son espoir dans ces gens-là. Il n'y a pas sous le soleil de pays où la division de la société en classes soit plus marquée qu'en Angleterre. C'est le pays des snobismes et des privilèges, un pays principalement gouverné par des vieillards et des imbéciles. Mais toute hypothèse à son sujet doit tenir compte de son unité émotionnelle, de la tendance de presque tous ses habitants à éprouver les mêmes sentiments et à faire bloc dans les moments de crise grave. C'est le seul grand pays européen qui ne soit pas obligé de pousser vers l'exil ou le camp de concentration des centaines de milliers de ses ressortissants. En ce moment, après une année de guerre, on vend à peu près ouvertement dans les rues des journaux et des pamphlets
traînant le gouvernement dans la boue, chantant les louanges de l'ennemi et prônant la capitulation. Et cela est moins dû à un certain respect de la liberté d'expression qu'au simple sentiment que tout ça est sans importance. C'est tiré du texte Le lion et la licorne, socialisme et génie anglais. Alors Bruce Begou, vous montrez bien dans votre livre De la décence ordinaire la manière dont Orwell oppose de manière assez systématique, faut bien le dire, les intellectuels et les gens du commun. D'un côté, on a l'insensibilité morale de l'intellectuel, tenté par les idéologies, qui est spontanément, disons, tourné vers la force, vers l'autorité, pour mettre en œuvre ces programmes. De l'autre, on a l'espèce de résistance passive dont nous parliez, que leur opposeraient les gens du commun, qui sont toujours donc spontanément méfiants envers les promesses trop mirobolantes, surtout, comme vous nous le disiez, lorsqu'elles impliquent le passage par un État autoritaire pour les mettre en œuvre. Alors, on a parfois accusé franchement Orwell d'anti-intellectualisme. Est-ce que vous iriez jusque-là ? Non. Il y a des textes très clairs où il critique l'anti-intellectualisme, la critique des intellectuels, notamment il se réfère à des revues catholiques de droite qui, au fond, considéraient que toute recherche intellectuelle est vaine et qu'il faut simplement, au fond, accepter par tradition ou par obéissance ce que va nous dicter telle ou telle autorité. Lui-même a toujours vécu dans un monde intellectuel, il a toujours eu marginal, des amitiés. Pas tant que ça. Par exemple, même des écrivains anglais qui semblent être aux antipodes de ses positions politiques, comme Cyril Connolly, Spender, etc. Ce sont des amis. Alors bien sûr, il y a notamment lorsqu'il fait sa chronique à Maggie's dans Tribune, etc. Il y a des querelles. Quand même, il vivait de manière assez marginale. Oui, il était libraire, il a été épicier, il a fait toutes sortes de métiers pour pas tomber dans la dépendance d'une revue ou d'un journal ou d'une rédaction. Mais alors, il a quand même collaboré à des journaux, il a collaboré à la BBC, etc. Pigiste. Donc, en tant que pigiste. Bien sûr. Toujours avec cette idée d'indépendance. Je crois que ce qu'il voit, c'est que la modernité implique une extrême rationalité des rapports sociaux, et il voit que l'intellectuel joue un rôle nouveau dans ce monde-là. Il devient une autorité, ce qu'on appellerait de nos jours un peu l'expert. Hein. Et il critique au fond déjà une forme comme ça de technocratie, même s'il n'y a pas le terme chez lui. Il voit, et ce qu'il critique chez l'intellectuel, c'est la croyance naïve qu'il va pouvoir, d'une certaine manière, soit prendre le pouvoir, soit conseiller le pouvoir, pour infléchir la politique dans le sens qui, d'une certaine manière, irait dans ses propres intérêts. Et il voit très souvent des formes, disons, de dévoiement ou de faute politique ou morale dans ces choix-là. Et pas simplement, d'ailleurs, seulement chez les intellectuels marxistes bolcheviques, hein, chez d'autres aussi. Hein, donc, c'est vrai que l'intellectuel, depuis Platon, rêve d'être associé à un pouvoir, disons, rationnel, organisateur, et que son intelligence pourrait lui permettre, à lui l'intellectuel, de prendre le contrôle du processus en devenant conseiller du prince. Oui. Mais cette sorte de critique du poids excessif des intellectuels dans le mouvement socialiste avait un penseur phare. Il le connaissait sûrement pas, parce que très peu de gens le connaissent, mais il y a un certain Jan Václav Makariski qui a écrit Le socialisme des intellectuels dans les années 20, qui était une critique très précise et féroce de l'introduction des intellectuels et des fonctionnaires dans le mouvement socialiste, dont il estimait qu'ils avaient dévoyé le cours au profit de leurs propres intérêts et donc au détriment des intérêts des gens du peuple. Il y a aussi cette idée-là chez Orwell. Oui, d'une certaine manière, pas de tous les intellectuels, hein, mais des intellectuels pro-totalitaires, donc pro-fascistes d'un côté ou pro-bolcheviques de l'autre, tel qu'il a pu s'en rendre compte à Barcelone et tel qu'il a pu je dirais même le vivre dans sa chair, parce qu'il a échappé de peu quand même à la prison et peut-être même à l'exécution. Il était désigné comme trotskiste par la GPU sur place à Barcelone et il a échappé à la torture et à la prison à laquelle beaucoup de ses amis du POUM ont été soumis en 1937. Oui, tout à fait. Et surtout, ce qui l'a choqué, c'est lorsqu'il revient en Angleterre de voir dans les journaux, disons, pro-bolcheviques anglais, une vision et une interprétation des événements tout à fait biaisée. Mensongère. Oui, là où on
accusait au fond le POUM d'être pro-fasciste, etc., et de saboter au fond la révolution, alors que c'était bien évidemment les communistes qui, éliminant la frange anarchiste et trotskiste, d'une certaine manière, parce que la logique du POUM, c'était de faire la guerre contre le fascisme et de maintenir la révolution sociale. Voilà. Alors que bizarrement, les communistes étaient pour une espèce de préservation du statu quo. Oui, tout à fait. Étonnant, c'est-à-dire, il fallait geler d'une certaine manière l'objectif de révolution sociale pour d'abord vaincre le fascisme. Je vous opposerai quand même cette citation sortie des Selected Essays de Orwell quant aux intellectuels et aux gens du peuple. Il écrit en toutes lettres, les intellectuels sont portés au totalitarisme bien davantage que les gens ordinaires. Donc il y a quand même chez lui une espèce de méfiance spontanée des intellectuels en tant que faiseurs de système, en tant que conseillers du prince, qui sont toujours tentés par l'oppression au nom de l'idée juste. Oui, tout à fait, parce que aussi, ce qu'il remarque chez les gens du peuple, c'est une forme d'apolitisme, d'indifférence ou de résignation. Baudrillard, vous vous souvenez, l'ironie des masses. Oui. C'est un peu ça aussi. Et il condamne d'ailleurs cet apolitisme. Vous voyez, il n'a pas une vision des gens ordinaires qui serait tout à fait et absolument positive. Ça serait celle de Baudrillard, justement. Il condamne cette résignation et il voit parfois cette résignation. Et bien évidemment, ce qu'il voit chez certains intellectuels, c'est comme l'expression que l'emploie, c'est qu'ils veulent tenir le fouet, quoi. Et donc, il voit chez certains ces stratégies au fond de compromission pour le pouvoir et ça le lui qui depuis d'ailleurs lui il fuit le pouvoir oui il a horreur de l'exercer et horreur de le subir. Je crois que dès ce qu'il dit de sa propre enfance, de son adolescence à Eton et même avant dans sa prep school à Saint-Cyprien, etc. Il y a chez lui quand même une forme comme ça d'anarchisme spontané, un peu caractériel, qui fait qu'il a du mal à pas simplement tenir le fouet, mais même tenir au fond n'importe quelle position hiérarchique. Et c'est toujours méfié de ces positions hiérarchiques. D'où d'ailleurs son goût pour aller vers les déclassés, les pauvres, qui est presque une sorte de calvaire. Enfin, il n'y a pas quelque chose de christique et tout, mais oui, un peu, oui. Alors même si lui-même se dit athée, mais il y a un peu de ça. Donc, oui, il y a toujours chez lui une méfiance du pouvoir et cet appel comme ça à la résistance, à la défense parmi les gens ordinaires, mais il constate que souvent, il n'est pas véritablement entendu. D'où d'ailleurs ensuite son usage de la fiction. C'est parce qu'il n'est pas entendu qu'il va utiliser la fiction, les fables politiques pour, au fond, rendre compte de ce danger-là. Parce qu'il dit une chose très juste, comme vous avez indiqué, c'est en raison de la tradition démocratique et constitutionnelle de l'Angleterre que les Anglais n'arrivent pas à comprendre ce qu'est le totalitarisme. Et donc pour leur faire comprendre, il faut passer par le roman, par la fiction, par l'imagination, pour casser au fond cette frontière de la représentabilité de ce que cela pourrait être. Il dit aussi quelque chose de très juste concernant Jack London. Il dit au fond, pour comprendre ce qu'est le fascisme, il faut soit l'avoir subi, soit avoir en soi des tendances fascistes. Et là, on le comprend mieux. Et il remarque que chez Jack London, qui n'a pas subi le fascisme, il y a des tendances fascistes, qui sont bien évidemment sublimées, dépassées par le socialisme de London. Mais et je dis pas que chez Orwell il y a ces tendances fascistes-là, etc. Mais au fond, c'est comme si un mur de la représentation, comme les individus ne sont pas capables de se représenter ce que pourrait être le fascisme, il faut avoir recours à la fiction pour leur montrer in vivo, au fond, ce à quoi cela va aboutir, d'abord sous la forme d'une fable, et ensuite sous la forme d'une contre-utopie qui est 1984. Alors, pour corroborer ce que vous venez de dire, j'ai trouvé dans un auteur polonais aujourd'hui un peu méconnu, Jan Kott, cette anecdote qui raconte, il rencontre ses premiers Anglais pendant la guerre et il leur dit, vous savez que vous aussi vous pouvez être envahi par l'Allemagne nazie, ça peut vous arriver, il n'y a pas que chez nous. Et une vieille dame anglaise lui dit, oh vous savez ici ça n'arriverait pas. Pourquoi ? Eh bien parce que nous fermerions tous nos boutiques et il n'aurait plus rien à manger. Ça montre bien à quel point effectivement les Anglais sont incapables de concevoir ce que c'est qu'une occupation fasciste. C'était une anecdote. Mais en dehors de ce refus spontané de la cruauté et de la tyrannie que vous notez du côté de la common decency, quelles sont les autres vertus que Orwell attribue aux gens du commun qui sont susceptibles, qui sont compatibles avec le socialisme et qui contribuent donc à cette common decency ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre
que le refus de la cruauté, de la violence et de la tyrannie. Déjà, dans la vision qui se fait du socialisme, il ne s'agit pas de faire table rase de toutes les traditions, de toutes les pratiques et d'inventer un homme nouveau qui serait, au fond, une sorte de fiction utopique. Il faut tenir compte des pratiques ordinaires, de ce qui se fait de bien dans ces pratiques, et il faut les conserver. Donc c'est quoi? C'est l'entraide? Alors oui, c'est mais même des choses qui sembleraient tout à fait triviales. Par exemple, il y a des très beaux textes d'Orwell sur le pub et sur, disons, ce qui se passe au pub. La socialité britannique traditionnelle. Voilà, une sorte de sociabilité horizontale. Et donc, tout ce qui préserve cette sociabilité horizontale doit être encouragé. Vous savez, il disait, il faut protéger pour changer, mais il faut d'abord protéger ces pratiques-là pour pouvoir les changer. Donc c'est super conservateur quand même. Alors, c'est une forme c'est conservateur du point de vue de ces mœurs-là. Il n'est pas du tout conservateur du point de vue des institutions sociales, ni du point de vue de la politique économique. Si on appliquait le programme économique qu'il propose dans Le Lion et la Licorne en 1940, Mélenchon passerait pour un conservateur. Vous voyez, donc il n'est pas du tout conservateur du point de vue politique. Il est conservateur pour conserver ces pratiques, ces traditions, cette solidarité horizontale que l'on pourrait voir par exemple dans le travail associatif, etc. Et pour voir déjà dans cela une forme de socialisme inconscient, qui serait déjà la base ou le laboratoire d'un socialisme futur. Donc il y a toute une articulation entre le présent et le futur qu'il ne faut pas défaire. Et la Common Decency, c'est ça aussi. Orwell s'intéresse beaucoup d'ailleurs en relation avec un mouvement sociologique qui commence à apparaître dans les années 30, qui est Mass Observation, l'observation des pratiques de masse, et il commence à s'intéresser lui-même aux pratiques ordinaires. C'est l'ancêtre des cultural studies. Voilà, ou de la culture du pauvre, de Hogarth, etc. Ouais. Et lui-même commence à s'intéresser à des choses comme les cartes postales, comme la vie dans le pub, etc., comme les pratiques, romans policiers, les lectures, etc. Et il voit là au fond des ferments d'utopie. Vous voyez, c'est donc en fait dans les pratiques ordinaires, il y a déjà quelque chose qui est en marche d'une certaine manière, qui est un progrès possible. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire table rase, comme ce qu'il suppose être, ce qu'il appelle le socialisme fabiusien, de la société fabienne anglaise, qui est plutôt un socialisme, on peut dire, alors là, d'intellectuels, de chair, etc., qui voudrait vraiment transformer totalement le peuple, qui mange de manière sale, etc., qui ne se tient pas bien, qui ne parle pas correctement, etc. C'est un populiste, Orwell. Alors là, bon, il y a différentes définitions du populisme possible, mais moi, ce n'est pas un terme qui me choque en soi. Le populisme, le peuple n'est pas la populace, donc d'une certaine manière, c'est tout plébéien, un socialiste plébéien. C'est une forme de socialisme qui, au fond, veut laisser la parole aux sans-voix, aux invisibles, aux ordinaires, et c'est à eux, au fond, par leur pratique, de transformer leur propre existence, etc. Donc c'est pas un socialisme qui vient d'en haut, c'est un socialisme, au fond, qui est horizontal, voilà, qui essaie de partir des pratiques des prolétaires, des employés, etc., du peuple anglais, et au fond, de se servir de ces pratiques comme une base en vue d'une transformation sociale importante. Un mélange étrange de conservatisme culturel et social, de radicalisme économique et de populisme plébéien. En un sens, mais le conservatisme culturel, il y a des choses qu'il veut radicalement changer aussi, même dans la culture. Il y a des choses très très amusantes sur, par exemple, faire la vaisselle, etc., les tâches ménagères dévolues à cette époque, bon, même encore aux femmes, etc. Là, il veut absolument. Il pense déjà à la machine à laver. Il veut déjà le changer. Vous voyez, donc il s'agit pas de conserver toutes les traditions. Je vous remercie, Bruce Bégout. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre dont nous parlions pendant toute cette émission, qui est consacré précisément à Orwell, qui s'appelle « De la décence ordinaire », qui était paru chez Alia. C'était donc Avoir raison avec George Orwell par Brice Couturier. Réalisation Anne-Pascale Desvignes, attachée de production Anaïs Isebert, à la technique Pascal Bénard. Merci.